Donc, a priori, ça doit être bon. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va porter sur le règlement relatif à la sécurité générale des produits. Juste deux, trois propos en introduction. Cet événement est organisé par notre réseau Entreprise Europe Network, qui est un service public délégué par la Commission européenne en France la plupart du temps aux chambres de commerce et aux agences développement, innovation. On intervient dans un cadre qui permet le développement des entreprises européennes sur le marché intérieur, sur trois axes principalement, la recherche de financement, la recherche de partenaires et le volet réglementaire qui porte sur les problématiques du droit du commerce européen et même parfois international avec quelques problématiques douanières, de contrats, etc. La raison pour laquelle on s'est concentré sur ce règlement, c'est qu'on a un changement notable entre la directive sur la sécurité générale des produits qui existait jusqu'à il y a 2 mois. Et aujourd'hui, un règlement qui vient renforcer le cadre de la sécurité générale des produits qui sont vendus dans l'Union européenne. Et puis, sans m'étaler plus sur ce sujet, je vais passer la parole au bureau 5A de la DGCCRF qui a eu l'énorme gentillesse d'accepter d'intervenir dans notre événement. Donc, je vous remercie et je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Hélène Héron, donc je suis la chef du bureau 5A, donc bureau des produits industriels à la DGCCRF. Donc on suit finalement un certain nombre de produits, on va dire, du quotidien avec un champ assez large, hein, des produits électriques, l'ameublement, le textile, la chimie, les jouets. Avec des aspects, toutes les missions de la DGCCRF, la sécurité des produits, la loyauté des informations données aux consommateurs, les aspects concurrentiels sur les marchés. Et on a effectivement également, plus précisément donc en charge le suivi du e-commerce et des réglementations transversales, notamment le règlement sécurité générale des produits, donc effectivement qui prend la suite de la directive précédente. Je suis accompagnée de 2 collègues que je vais également laisser se présenter. Bonjour à tous, Juliette Savaton, adjointe à la chef de bureau, et donc je m'occupe en particulier de tout ce qui est réglementation transversale, donc sécurité générale des produits. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais tout ce qui tombe dans les produits qui ne sont pas concernés par une législation sectorielle d'harmonisation au niveau européen, et en particulier donc les enjeux de régulation du commerce en ligne. Voilà, donc on aura l'occasion d'en discuter très amplement au cours de cette heure. Bonjour, Gabriela Lunoyer, je suis rédactrice au bureau 5A, chargée de la sécurité des produits vendus en ligne et de la contrefaçon. Donc, je vais continuer à quelques propos introductifs et on vous fera de toute façon une intervention à 3 voix ce matin. J'ai l'air d'avoir la main. Alors voilà, globalement sur quelques éléments de contexte pour commencer. Donc effectivement, on l'a dit, un texte qui est nouveau, mais qui s'inscrit quand même dans une lignée assez forte avec la directive précédente. L'idée reste toujours de couvrir tous les produits par un sorte de principe général qui vient faire en quelque sorte un filet de sécurité en plus des réglementations sectorielles existantes. Ce texte, quelque part, il donne une proportionnalité de responsabilité en fonction du rôle de chaque acteur économique. Effectivement, de fait, un fabricant, un importateur sur le marché de l'Union européenne aura forcément plus de responsabilités qu'un simple distributeur. Comme finalement de l'esprit de la directive précédente, on a une place toujours importante et privilégiée donnée aux normes, comme des outils qui permettent d'assurer la sécurité des produits. C'est un texte qui précise un certain nombre de choses sur les responsabilités pour les produits qui vont causer des blessures ou des dommages.
Et ce texte, il remet en avant le système, alors déjà le fait que la surveillance de marché, bien sûr, relève des différents États membres, et du partage d'informations important qui doit être fait entre les acteurs, et notamment qui repositionne donc, le système d'alerte rapide qui existe. Donc c'était l'ancien système RAPEX, qui s'appelle du coup désormais Safety Gate. Alors, on disait finalement, l'objectif, c'est quand même par ce filet de sécurité et le calage d'un certain nombre de contraintes et de traçabilité, de lutter, finalement, de repérer et de lutter contre les produits dangereux au sein de l'Union européenne. Donc là, on vous a remis les éléments donc, de l'analyse de la Commission européenne, des analyses de chiffrage, donc voilà, estimées à 11,5 milliards d'euros par an les coûts liés aux produits dangereux, et finalement des choses qu'on va pouvoir améliorer grâce à ce règlement sécurité générale des produits, qui, contrairement à la directive précédente, est un règlement donc d'application plus uniforme au sein aussi des différents États membres. Pourquoi finalement ce texte a été mis à jour et arrivé? Plusieurs choses qui nécessitaient finalement de revenir sur la directive précédente pour adapter et harmoniser le cadre en place au niveau européen, pour du coup assurer la sécurité des consommateurs et garantir une meilleure surveillance de marché, notamment pour plusieurs aspects, parce que finalement notamment le commerce en ligne a pris une part de plus en plus importante. La directive a daté de 2001 et c'est clair qu'aujourd'hui les modes de consommation ont évolué et le commerce en ligne a pris une place très importante, et des acteurs très, très influents et très forts que sont les places de marché ont nécessité une adaptation de l'encadrement réglementaire associé. Et aussi en lien avec le développement de nouvelles technologies, on a aussi des nouveaux produits, on a des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a des choses qui ont évolué dans le contexte, qui ont nécessité que ce texte soit mis à jour au niveau européen. Voilà, et du coup, alors voilà, ce que je le disais déjà un petit peu précédemment, mais on est passé d'une directive à un règlement, ce qui du coup, de fait, implique une mise en œuvre plus uniforme et harmonisée entre les différents États membres. Et c'est un texte qui s'articule plus clairement avec des nouvelles législations qui sont sorties depuis la directive du coup de 2001, et notamment tout récemment le Digital Service Act de 2022, qui pose un certain nombre de principes qui du coup s'articulent bien avec le nouveau règlement sécurité générale des produits, et également avec le règlement 2019-1020 donc sur la surveillance du marché. L'objectif étant de donner finalement une vision plus claire et partagée aux différents acteurs économiques, ce qui va réduire un certain nombre d'incertitudes et notamment d'adaptation entre des déclinaisons différentes au sein des différents États membres, ce qui va du coup atténuer d'éventuelles distorsions de concurrence entre acteurs économiques et apporter aussi des aspects de réduction des coûts dans sa mise en œuvre finalement plus uniforme au sein des différents États membres. Je commençais à le mentionner également, l'idée c'est vraiment de proportionner le niveau d'exigence à la complexité des produits, à leurs risques, et évidemment au rôle que joue chaque acteur. Évidemment, on est distributeur sur un produit, on va dire, à très faible risque. Forcément, le niveau de responsabilité et d'exigence est beaucoup plus faible que fabricant d'un produit particulièrement susceptible d'être dangereux, et pour lequel il faut garantir un certain nombre de bonnes règles de conception du produit. La Commission a aussi travaillé au développement d'API permettant de pouvoir connecter le portail de la Commission européenne, donc le Safety Gate, à des portails spécifiques pour les entreprises, le Safety Business Gateway. Et on y reviendra plus tard sur le fait de, une fois qu'on repère des produits, quels sont les partages d'informations nécessaires.
Et la commission, donc en lien avec finalement la sortie de ce nouveau texte, se positionne aussi en accompagnement des différents acteurs économiques, des autorités, pour la bonne mise en œuvre de ce nouveau texte, sa mise en œuvre uniforme et harmonisée sur le territoire européen. Et notamment, il y a des lignes directrices de la commission qui sont prévues et qui seront à venir, et dont on relaiera les éléments quand on en aura évidemment, nous, connaissance côté administration française. Voilà, pour une première partie, c'est du contexte global et des objectifs généraux de ce règlement. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant du texte, et on terminera par une troisième partie sur les questions qui nous sont déjà fréquemment été remontées, et voilà, en espérant pouvoir vous répondre à vos questions en anticipation, et bien sûr on les prendra aussi au fil de l'eau. On fera des temps de pause où on pourra recueillir les questions que vous pouvez écrire dans le chat, ou on pourra peut-être ouvrir les micros, on verra avec les organisateurs pour cette organisation-là. Pour commencer, un premier point sur l'architecture du règlement. En fait, c'est, si vous voulez, c'est des conseils de lecture du règlement qui a à la fois une terminologie, des définitions un peu nouvelles ou spécifiques, et une façon de le lire et de le comprendre pour savoir à quel type de produit s'applique la réglementation, quels sont les acteurs concernés, etc. Donc, on va faire un premier point, on va dire, recommandation de lecture. On rappelle, évidemment, donc le RSGP a été adopté en 2023, mais il est entré en vigueur de façon effective le 13 décembre dernier, donc en 2024, c'est-à-dire que donc, tous les produits qui sont mis ou qui ont été mis sur le marché à partir de décembre 2024 sont maintenant soumis à ce règlement qui s'applique tout à fait, et qui doit donc répondre à toutes ces nouvelles exigences. S'agissant des précisions terminologiques que j'évoquais, comprendre que donc il y a cette notion d'opérateur économique qui est précisée dans le RSGP, qui donc comprend le fabricant, l'importateur, le distributeur notamment, et donc ce nouvel acteur du commerce en ligne qu'on appelle les fournisseurs de places de marché en ligne, ou marketplace de façon un peu plus simple. Marketplace, donc, qui sont ces interfaces en ligne qui permettent de mettre en relation le vendeur, le professionnel et un consommateur, voilà, qui pourra avoir accès à un certain nombre de biens vendus par différents professionnels. Et donc, c'est ce qu'on évoquait en début de cette présentation. Le règlement permet notamment d'inclure donc les marketplaces avec des obligations qui leur sont spécifiques. Et on reviendra dessus pour comprendre justement un peu la distinction entre les exigences qui s'appliquent à chacun, soit un opérateur économique, soit à une marketplace. Comprendre aussi qu'on a une définition, non seulement on redéfinit donc cette catégorie d'opérateurs économiques, aussi pour en inclure, ou en tout cas préciser certaines responsabilités, notamment pour les distributeurs, mais également pour les importateurs, et ce qu'on appelle par exemple les prestataires de services d'exécution de commandes. Donc, c'est notamment dans le cadre du développement du commerce en ligne, où on a en fait des entrepôts qui stockent un certain nombre de biens qui ont été vendus en ligne, mais donc qui n'appartiennent pas directement à la personne qui gère l'entrepôt. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a tout un certain nombre d'acteurs qui sont maintenant concernés par ces nouvelles obligations. Un point aussi également pour comprendre qu'il est bien précisé que le règlement s'applique donc à tous les produits, mais également les produits d'occasion, les produits reconditionnés, réparés ou recyclés. Aussi, voilà, toujours dans cette idée de comment comprendre, comment le lire, c'est un règlement qui s'adresse aux opérateurs économiques, donc vous pouvez voilà, très concrètement aller le lire et regarder les exigences spécifiques, mais ça s'adresse aussi aux autorités de surveillance pour nous expliquer quels sont nos pouvoirs aussi de contrôle, de surveillance du marché. Donc voilà, ça fait partie aussi de la compréhension du texte. Et un point pour le coup assez central, c'est que le règlement s'applique de manière générale donc, aux produits non harmonisés, donc c'est-à-dire qui ne sont pas couverts par une réglementation européenne spécifique. Et ça, c'est tout ce qui est les obligations des opérateurs économiques, donc du fabricant, du distributeur, de l'importateur. Mais le règlement, en fait, il y avait aussi une volonté de couvrir de manière transversale un certain nombre d'enjeux,
notamment s'agissant des marketplaces. Donc ça, pour le coup, comme ça concerne les obligations transversales, ça s'applique à toutes les catégories de produits. Mais on peut aussi penser à tout ce qui est droit à l'information et au recours du consommateur ou au signalement des accidents. Donc, on a certaines dispositions qui, pour le coup, sont transversales. Et voilà, si vous voulez aller regarder plus dans le détail, c'est l'article 2 qui détaille donc le champ d'application de façon très claire pour comprendre ce qui s'applique, par exemple, à vous ou moi. Voilà quelques exemples de marketplace pour rentrer dans le sujet de ces nouvelles exigences et rappeler qu'effectivement, le règlement, ce n'est pas uniquement des nouvelles exigences pour les acteurs économiques, mais c'est aussi une volonté d'assurer justement une concurrence la plus équitable possible entre tous les acteurs, notamment ces nouveaux gros acteurs, que ce soit, vous voyez, des acteurs plutôt chinois avec AliExpress, Temu, américains avec Wish, ou Amazon, et dont certains ont des sièges sociaux en France. Un point rapide qu'on a évoqué avant, mais c'est important de l'avoir en tête, c'est donc le règlement sur les services numériques, ou qu'on appelle DSA de manière plus commune, qui donc fixe le cadre juridique applicable aux plateformes ou aux fournisseurs de services intermédiaires pour lutter donc contre la diffusion de contenus illicites en ligne. Donc là, on est sur le cadre vraiment général, parce que contenu illicite, ça fait aussi référence à une publication sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais ça implique aussi les marketplaces. Et en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment le cadre général. Et en fait, le RSGP va préciser les règles dans ce cadre-là, mais va préciser les règles pour tout ce qui est sécurité des produits vendus en ligne. Ce qu'il faut comprendre en matière de responsabilité des plateformes, c'est qu'on s'inscrit encore dans les principes de la directive e-commerce, donc qui date des années 2000, qui donc considère que la plateforme devient responsable au moment où elle a connaissance, on lui a signalé un contenu illicite et qu'elle doit le retirer. Et donc, elle n'a pas d'obligation de surveillance générale des contenus ou des produits ou d'aller regarder dans le détail quelle est l'évaluation des risques, par exemple. Néanmoins, donc, le DSA crée un certain nombre de nouvelles responsabilités. Donc, on a l'interdiction de ce qu'on appelle les dark patterns. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est très spécifique. On est sur des pratiques commerciales que mettraient en place les plateformes, mais donc c'est aussi une nouveauté. En revanche, sur les 3 autres obligations, c'est celles qu'on va retrouver dans le RSGP. Donc, c'est des obligations de traçabilité des professionnels vendeurs sur leur plateforme, de conformité de leur interface en ligne et d'information du consommateur. On va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Donc, il y a cette première obligation qui est, pour la plateforme, elle va demander aux professionnels vendeurs un certain nombre d'informations assez classiques, voilà, le nom, la raison sociale, l'identification du produit, l'avertissement de sécurité s'il est nécessaire, etc. Et non seulement elle doit demander ces informations, mais elle doit en fait disposer de l'interface qui permettra aux vendeurs de les renseigner, mais également aux consommateurs d'y accéder, voire l'autorité de surveillance du marché pour vérifier que tout y figure bien. Donc il y a vraiment cette double nécessité de recueillir l'information et la rendre accessible. Autre nouvelle obligation pour les marketplaces, qui est aussi issue du DSA, en tout cas qui prend un modèle similaire, c'est le mécanisme qu'on appelle de notification et action, qui permet donc à une autorité de surveillance du marché de signaler à la plateforme un produit dangereux et après, voilà, la marketplace a 2 jours pour le retirer de sa plateforme, informer le consommateur s'il y a des mesures de rappel et le notifier sur le portail européen, donc le Safety Business Gateway. Voilà. Enfin, un dernier point, mais ça vous concerne de façon plus marginale, mais il y a cette idée quand même, à terme, c'est des choses qui vont se développer, c'est que les plateformes puissent connecter leur propre interface à celle du portail de la Commission européenne pour faire le filtre le plus précis possible sur les produits qui seraient signalés, qui seraient dangereux, voilà, selon des notifications d'États membres ou même d'un autre fabricant qui a reçu une notification d'accident sur un produit. Donc ça, c'est pour les nouvelles obligations de manière générale pour les marketplaces.
pour revenir maintenant un peu plus en détail sur les nouvelles exigences en matière d'évaluation des risques et en tout cas de prise en compte de toutes les nouvelles technologies. La nouveauté, on va dire, les risques posés par ces nouvelles technologies, c'est qu'on peut avoir des objets qui ont été soumis, des objets ou des produits qui ont été soumis à une évaluation des risques, mais qui peuvent être soumis à des modifications soit à distance, soit par la suite, après la mise sur le marché. On peut penser soit à des piratages, des cyberattaques, mais aussi des choses tout simplement des mises à jour, ou dans le cadre, et là ça va être quelque chose d'un peu plus prospectif, mais de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est les fonctionnalités évolutives, d'apprentissage, donc le deep learning, etc. Et l'idée, ce n'est pas de refaire une évaluation des risques, évidemment, tous les ans en fonction de l'évolution du produit. En revanche, c'est si un produit présente certains risques, en tout cas que toutes les caractéristiques de cybersécurité ont été prises en compte, par exemple, les risques liés aux données personnelles, à l'interconnexion des objets connectés. Voilà, donc juste que ça a été pris en compte dans l'évaluation des risques. Donc ça, c'est des critères qui sont ajoutés dans le règlement, dans le RSGP par rapport à la directive. Et c'est évidemment aussi en lien avec tous les travaux au niveau européen sur le règlement sur l'intelligence artificielle aussi, qui vise à contrôler la sécurité des produits liés à ces nouvelles technologies. De manière générale, on a donc quelques nouvelles exigences qui s'appliquent donc, comme je l'évoquais en début de présentation, à l'ensemble des opérateurs économiques concernés. Donc cette question d'évaluation des risques, d'analyse des risques pour chaque type de produit. Et le cas échéant, si des risques sont identifiés, les mesures d'atténuation qui peuvent être proposées, c'est-à-dire très clairement une notice de sécurité pour utiliser le produit de la manière la plus sûre possible. Le règlement précise aussi l'obligation de formaliser des processus internes pour être en capacité de mettre en œuvre des procédures adéquates en cas de rappel de produits qui ont été signalés, s'il y avait un accident ou juste l'autorité de surveillance du marché qui fait ce signalement. Un renforcement aussi du principe de précaution qui s'applique à tous les opérateurs. Et également des exigences de traçabilité, donc c'est ce que j'évoquais plus tôt, qui doivent être identifiables pour tous les produits, pour faciliter aussi les rappels. C'est-à-dire si on a un produit dangereux qui nous est signalé, il faut qu'il puisse être identifié très rapidement, mais également quelle est l'entreprise, quel est le fabricant concerné par ce produit. Dans les nouveautés, on a également un devoir d'information envers les consommateurs en cas de rappel, qui doit être le plus large possible, qui s'inscrit également dans les nouveautés du DSA. Ça fait partie des dispositions qui s'appliquent, donc tout type de produits confondus, harmonisés ou non harmonisés. Et le règlement donc précise qu'il faut en tout cas à minima, que la communication soit la plus large possible. Vous pouvez utiliser tous les vecteurs qui sont les plus simples pour vous ou les plus efficaces. Donc, ça peut être les sites internet, les réseaux sociaux ou des notifications directes aux clients en se fondant sur les bases de données que vous avez à disposition. Donc, ça, c'est une nouveauté assez importante. On a également, toujours dans ces dispositions transversales, tout produit confondu, mais ça, c'est des exigences qui étaient déjà préexistantes dans le cadre de la directive, qui est le signalement de produits dangereux par tous les opérateurs économiques. Donc forcément, le fabricant sera toujours le responsable en premier ressort pour faire ce signalement sur les interfaces de la Commission européenne. Mais globalement, tout acteur économique qui aurait connaissance d'un accident peut à minima en informer le fabricant, voire aussi faire une notification sur le portail s'il le souhaite. Mais ce sera toujours le fabricant qui aura cette responsabilité en premier ressort en matière de signalement des accidents du produit qu'il a mis sur le marché. Dans la même veine, s'agissant des droits du consommateur en cas de rappel, l'opérateur économique doit pouvoir proposer au moins 2 des 3 options de recours en cas de rappel qui figurent dans le règlement, c'est-à-dire soit la réparation du produit,
soit son remplacement ou son remboursement adéquat à la valeur du produit initial. Voilà, ça peut être après d'autres solutions qui peuvent être proposées en plus, mais en tout cas, il faudra au moins qu'il y ait 2 de ces solutions qui soient proposées aux consommateurs. En matière de surveillance du marché, une autre nouveauté qui est aussi issue de réglementations européennes précédentes, notamment le règlement européen 2019 sur la surveillance du marché, qui est l'obligation pour les opérateurs opérant depuis des pays tiers de désigner une personne responsable au sein de l'Union européenne. Donc, qui sera en fait le point de contact voilà, si le produit est signalé, est dangereux, a généré un accident. En tout cas, pour les autorités de surveillance du marché, c'est très important pour justement assurer cette traçabilité des produits et les rappels le cas échéant. Dans quelques autres nouveautés pour les acteurs de la surveillance du marché, voilà, il y aura des actions de coordination entre États membres renforcées pour justement assurer cette surveillance et également un alignement des contrôles douaniers pour les produits harmonisés et non harmonisés. Donc, ça permettra d'avoir une surveillance plus globale et plus homogène pour tous les produits. Et voilà, et après, c'est ce que j'évoquais plus tôt sur la traçabilité des produits et tout ce qui est modalité de retrait et de rappel, mais c'est aussi pour les autorités de surveillance du marché, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble, tout produit confondu, et de pouvoir procéder, le cas échéant, au signalement le plus rapidement possible pour protéger le consommateur et assurer la sécurité des produits qu'il achète. Un point rapide, donc effectivement, sur assurer la conformité au RSGP et les sanctions qui sont possibles. Alors évidemment, ça dépendra des non-conformités qui seront relevées, qui pourront donner lieu en fonction à des avertissements, à des demandes de remise en conformité, si on parle d'étiquetage par exemple, et voilà, et des sanctions qui peuvent aller à des montants plus élevés, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 600 000 € d'amende. C'est une sanction qui a été inscrite dans le Code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur du règlement, dans l'article qui figure donc là dans les diapositives, à l'article L452-5-1, qui voilà, précise les dispositions visées du règlement, les dispositions concernées. Donc voilà pour un point aussi sur la conformité à ce règlement. Et donc, de manière générale, plus sur ces grandes évolutions induites par l'entrée en vigueur du RSGP. Avant de passer la parole à Gabriella, qui va vous présenter quelques questions fréquentes, donc un peu plus précises, qui pourront vous intéresser, on va peut-être prendre quelques questions. Il me semble que les organisateurs, si vous envoyez dans le chat, vous pouvez peut-être nous les lire. Oui. Alors du coup, la première question, c'était « Bonjour, nous vendons des rivets. Est-ce qu'un QR code renvoyant sur notre site internet est suffisant? D'autre part, quelles sont les informations que nous devons obligatoirement renseigner? Merci de votre réponse. » Alors, je prends la question. On va répondre. Justement, ça fait partie des questions fréquentes. Donc, on va vous y répondre dans un instant. Mais en tout cas, on répondra précisément à la question à la fois sur l'aspect QR code et documentation technique. Mais pour éviter de répéter, je laisse en suspens. Ok, du coup, j'enchaîne avec la deuxième. Bonjour, j'ai une question sur le champ d'application du règlement, en particulier l'article 2.3 du RSGP. Je peine à comprendre cette partie du texte. Il ne s'applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. Lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu'ils sont clairement marqués comme tels, dans quelle mesure un produit d'occasion est-il concerné par cette disposition? Par exemple, si l'on répare les freins ou les roues d'un vélo, doit-on respecter le règlement? Sur les produits d'occasion, on pourra y revenir aussi plus en détail. Le règlement s'applique à tous les produits d'occasion, mais les obligations concernent si le produit a été mis sur le marché après le 13 décembre 2024. Évidemment que tout ce qui est documentation technique, etc., l'étiquetage, il doit être en conformité avec
soit la DSGP s'il a été mis sur le marché au moment de la directive de 2001, soit avec le RSGP dans le cadre de nouveaux produits mis sur le marché. Dans le cadre des modifications, s'il y avait des modifications apportées au produit, c'est l'une des articles du règlement qui précise qu'en cas de modification substantielle du produit, l'opérateur économique qui procède à cette modification substantielle devient fabricant de fait, en tout cas a les mêmes responsabilités que le fabricant vis-à-vis du produit. Et donc en cas d'accident qui pourrait avoir lieu par la suite. Voilà ce que je peux vous dire sur les produits d'occasion, et on refera peut-être un point, c'était aussi dans les questions fréquentes, donc on pourra revenir dessus, mais en tout cas sur les principes généraux, c'est ça. Et ensuite, il y avait une question. Bonjour, est-ce qu'il y a une différence d'application entre B2B et B2C? Pour le RSGP, il s'applique aux produits mis à disposition pour des consommateurs. Donc on est vraiment sur le B2C en termes de toutes les exigences qui sont tout ce qui est traçabilité, analyse de risque. C'est vraiment surveillance de marché des produits, on va dire, vendus aux consommateurs finaux. Ensuite, pouvez-vous nous donner des exemples pratiques de la formalisation des processus internes? De quoi s'agit-il? Alors, le règlement est volontairement assez, on va dire, vague sur le sujet pour laisser en fait à chaque entreprise la façon de procéder qui lui semble plus adéquate, en fonction aussi évidemment de la taille de l'entreprise. Donc si on est sur une plus grande entreprise qui vend énormément de produits, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mesures afin de gérer les retraits-rappels. Juste ça peut être un document qui explique quelles sont les mesures que vous allez prendre si on vous signale un accident, comment vous allez procéder au retrait du produit, comment vous allez informer le consommateur, comment vous allez informer les autorités de surveillance du marché si elles ne le sont pas déjà. Voilà, c'est juste formaliser une façon d'agir pour être sûr que cela se fasse dans des temps et des délais raisonnables et de manière efficace. Mais voilà, c'est justement le règlement ne rentre pas dans le détail pour ne pas imposer non plus des procédures ou des process qui ne seraient pas forcément proportionnés à la taille de l'entreprise. Mais l'idée derrière, c'est juste d'être que voilà, s'il y a un signalement d'accident sur un produit, que l'entreprise, le professionnel, le distributeur, le fabricant ne soit pas surpris, mais sache comment agir dans des délais raisonnables. Ensuite, est-ce que les informations de l'importateur sont suffisantes pour ne pas avoir à donner le nom du fabricant? Non, il faut aussi pouvoir renseigner le nom du fabricant, l'importateur. Après, ça dépend dans quelle position vous êtes dans la chaîne d'approvisionnement, mais et là, on reviendra là-dessus sur les informations qui doivent figurer dans la documentation technique. Mais encore une fois, on est sur le même enjeu en cas de rappel, de retrait de produit ou juste de signalement de produits non conformes ou dangereux. On doit pouvoir retrouver le fabricant in fine, en tout cas avoir l'information pour essayer de le contacter ou de savoir qui est la personne physique ou morale derrière. Vous me dites quand vous voulez, du coup, si vous voulez continuer ou si vous voulez prendre d'autres questions, parce que là, il y en a encore 2 et il y en a aussi dans la conversation. Donc, vous me dites si vous souhaitez prendre d'autres questions ou pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions fréquentes et qu'à la suite, on voit selon les questions qui restent, parce que je pense qu'on va pouvoir y répondre pour une grande partie. Donc, si ça vous convient, on va faire comme ça. Et s'il y a des questions pour lesquelles les participants n'ont pas eu de réponse, on y répondra. Alors, on va commencer cette série de questions fréquentes auxquelles nos services ont eu déjà l'occasion de s'exprimer et d'y répondre. Peut-être qu'ils vont vous rejoindre vos interrogations et vont aider de préciser certains points du règlement.
Alors, que doit contenir la documentation technique? La documentation technique, elle doit être présente pour tous les produits mis sur le marché de l'UE. Et cette documentation technique va contenir l'identification du produit, j'ai pris le contrôle, les caractéristiques et la composition du produit et l'analyse des risques et des mesures d'atténuation qui sont envisagées pour soit supprimer le risque, soit l'atténuer. Attends, je travaille dessus. Je pense qu'il faut que tu cliques sur le diapo et que tu attendes que ça passe. D'accord. Sachant que les instructions et les informations de sécurité ne sont pas nécessaires lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l'usage prévu par le fabricant, sans ces instructions, ce que le règlement nous précise, mais tout en sachant que l'analyse de risque doit avoir été menée au préalable pour pouvoir juger de cet aspect. Le reste de la documentation technique demeure obligatoire en toutes circonstances, c'est-à-dire la description générale du produit avec les caractéristiques essentielles de ce produit. Et seulement lorsqu'il est impossible d'apposer ces informations sur le produit parce que le produit est trop petit en taille ou la nature du produit ne permet pas la position sur le produit lui-même, il est autorisé d'apposer toutes ces informations sur l'emballage ou un document qui accompagne le produit. Quand est-ce que le RGPD s'applique? Il s'applique à tous les produits qui sont mis sur le marché de l'UE, sauf si des dispositions d'harmonisation s'appliquent déjà à la sécurité de ces produits. Donc, dès que vous mettez un produit sur le marché de l'UE, vous devez respecter le RGPD. Quelle est la priorité entre la législation européenne harmonisée ou les RGPD? Qu'est-ce qui s'applique en premier? Il faut dire que les deux sont importantes, mais ont un rôle différent parce que le RGPD vient fournir des exigences minimales de sécurité pour les produits sur le marché unique de l'Union européenne et complète la législation d'harmonisation. C'est un filet de sécurité pour tous les produits, c'est-à-dire que la législation d'harmonisation va s'appliquer, mais lorsqu'elle comporte des lacunes, par exemple pour les jouets, lorsqu'il y aura un jouet qui va comporter des technologies nouvelles, le RGPD va s'appliquer pour ces aspects-là, que la législation d'harmonisation ne va pas traiter. Quels sont les types de sécurité couverts par le RGPD? Ils couvrent d'une part la santé et la sécurité des consommateurs, mais aussi la santé physique. Quand on parle de santé physique et mentale. Et les risques environnementaux sont également couverts lorsqu'ils ont un impact sur la santé des consommateurs. Comment il interagit ce nouveau règlement avec le DSA, le Digital Service Act? Il faut dire qu'ils travaillent ensemble pour traiter des produits de sécurité, pour les problèmes de sécurité qui sont liés au contenu en ligne illégal, comme les produits dangereux proposés par les places de marché en ligne. Le DSA, lui, il a des exigences de sécurité, on dit horizontales, et laisse la place à des règlements spécifiques comme le RGPD pour préciser un certain nombre d'exigences de sécurité spécifiques. Alors, la question a été posée, est-ce qu'il s'applique aux produits d'occasion? Donc, le RGPD s'applique aux produits d'occasion mis sur le marché de l'UE, sauf s'ils sont clairement identifiés comme devant être réparés ou remis à neuf, ou s'il s'agit d'antiquités. Il faut savoir, donc juste retenir comme règle que si le produit d'occasion a initialement été mis sur le marché en tant que produit neuf à partir du 13 décembre 2024, date d'entrée en vigueur du RGPD, ils devront respecter les exigences du RGPD. Si le produit neuf a été avant sur le marché, il n'est pas tenu de respecter toutes ces exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité, par exemple.
Est-ce qu'un article fourni gratuitement, est-ce qu'il relève du champ d'application du RSGP? Oui. La réponse est oui, puisque tous les produits mis sur le marché aujourd'hui doivent être sûrs. Donc, un article fourni gratuitement relève du champ d'application du RSGP. Est-ce qu'une entreprise peut être considérée comme une place de marché en ligne et dans d'autres cas comme un opérateur économique? Oui, puisque on a une complexité de modèles commerciaux qui sont liés à la vente en ligne, qui fait qu'une entreprise peut être considérée à un moment comme une place de marché et pour d'autres services comme un opérateur économique. Donc, il faut vraiment s'attarder sur l'offre des produits spécifiques pour savoir si, dans certains cas, dans quel cas ils sont considérés comme juste une place de marché en ligne ou pour d'autres, est-ce qu'ils sont importateurs, est-ce qu'ils sont distributeurs, est-ce qu'ils sont même fabricants. Les entreprises doivent-elles effectuer une évaluation de risque pour tous les produits et qui est responsable de cette évaluation des risques? C'est le fabricant qui doit procéder à une analyse de risque pour chaque produit qui est mis sur le marché. Cette analyse de risque doit être contenue dans la documentation technique qui va contenir donc la description de ces risques, la liste de tous les risques qui ont été identifiés et les mesures d'atténuation ou de suppression carrément de ces risques. Quel est le délai de traitement des injonctions émises en matière de produits dangereux? Le RSGP impose un délai de traitement des injonctions de 48 heures ouvrables à compter de la réception de l'injonction pour les plateformes en ligne. Alors, on parle de la personne responsable. Donc, on l'avait dit, tous les produits qui sont mis sur le marché et qui viennent d'un territoire hors UE doivent avoir une personne désignée responsable au sens de l'article 16, paragraphe 1 du RSGP. Donc, quelles sont les obligations de cette personne responsable? Elle doit s'assurer que le produit est conforme à la documentation technique et aux exigences d'étiquetage et fournir aux autorités de surveillance de marché les preuves documentaires quand ils sont nécessaires. Donc, collaborer avec les autorités de surveillance du marché. Est-ce que c'est la même chose que le point de contact unique? Non. Ce sont deux personnes différentes. La personne responsable est le point de contact unique pour être un opérateur économique qui est responsable du produit qui est mis sur le marché unique de l'Union européenne. Et le point de contact unique est le point de contact pour les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de places de marché qui doivent fournir ce point de contact à des fins de communication avec les consommateurs. Comment se fait la désignation de la personne responsable? C'est simple, si le fabricant est établi dans l'UE, il est la personne responsable, et sinon c'est l'importateur ou le représentant qui est autorisé pour être désigné comme personne responsable. Qu'est-ce qu'on entend par adresse électronique? Est-ce que lorsque, en matière d'étiquetage, le RSGP nous dit qu'on doit mettre une adresse électronique et cela désigne des formes de communication directe comme les courriels ou les formulaires de contact sur un site web, mais cela exclut juste des sites web statiques ou des numéros de téléphone. Est-ce que les fabricants peuvent étiqueter les produits uniquement par voie numérique, par exemple avec un QR code? La commission a eu à s'exprimer sur cette question et la réponse est non. L'étiquetage exclusivement numérique ne suffit pas. Les informations doivent être apposées sur le produit, son emballage ou un document d'accompagnement quand la taille du produit ne permet pas la position directement sur le produit. Alors, quelle est la langue officielle à utiliser pour les notices et les avertissements s'agissant d'un produit fabriqué hors UE? C'est simple, les notices et les avertissements doivent être rédigés dans la langue de l'État membre où le produit est mis sur le marché. Donc en France, ce sera le français, bien évidemment. C'est l'article 9 qui le précise. Voilà, donc nous avons fini avec cette série de questions. On va reprendre peut-être le chat pour vérifier si on a répondu à toutes les questions que vous avez déjà posées. Et vous précisez aussi qu'évidemment, on vous transmettra ces slides avec toutes les informations qui y figurent, que par ailleurs,
voilà, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez y revenir si on est passé un peu vite sur certains points. Je vous laisse regarder s'il y a des questions supplémentaires. Alors, si je peux me joindre aux questions, il y en a une qui, enfin, je vais poser une question qui va systématiser plusieurs qui ont été posées dans le chat. Est-ce que vous pouvez revenir sur le lien entre l'application du règlement sur la sécurité générale des produits et toutes les réglementations d'harmonisation, type marquage CE, surtout marquage CE ou après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme harmonisé? L'alimentaire, le textile, les cosmétiques. Est-ce que tous les produits qui font partie d'une réglementation qui est déjà harmonisée doivent aussi être soumis au règlement sur la sécurité générale des produits? Alors, pour tout ce qui est réglementation sectorielle, donc comme vous le mentionnez, le textile, l'alimentation, les produits électriques, etc., donc toutes les réglementations d'harmonisation. Toutes les obligations des opérateurs économiques, donc très concrètement, c'est le chapitre 3, section 1, ne s'applique pas. Ne s'applique pas parce que là, c'est la réglementation sectorielle qui va s'appliquer, donc effectivement pour tout ce qui est marquage CE notamment, mais toutes les autres obligations spécifiques qui figurent dans la législation d'harmonisation sectorielle. On évoquait aussi l'idée de ce qu'on appelle donc la sécurité générale des produits, mais ça qui existait également sous la directive précédente, c'est l'idée de dire il faut que tous les risques in fine soient couverts. Donc si des risques ne seraient pas couverts par la réglementation sectorielle, mais qui sont en réalité minimes, donc on va parler notamment des risques liés aux nouvelles technologies, donc, admettons qu'ils ne soient pas concernés par la réglementation sectorielle, alors là, en fait, le règlement constitue une soupape de sécurité, un filet de sécurité, comme on l'appelle. Et alors là, on bascule sur le RSGP. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pour tout ce qui est obligation des opérateurs économiques, c'est la réglementation sectorielle qui s'applique en premier lieu. En revanche, ce que j'expliquais dans ma présentation, on a quelques obligations transversales issues du RSGP pour renforcer certains aspects. Et donc là, c'est tout ce qui est information du consommateur, recours offert au consommateur en cas de rappel de retrait de produit, voilà, vente à distance, signalement des accidents. Et ça, on est sur des dispositions qui sont transversales, donc qui s'appliquent à tous les produits, pour le coup, qu'il s'agisse qu'ils soient soumis ou non à une réglementation d'harmonisation, une réglementation sectorielle. Et tout ça, toute cette articulation qui est, je le conçois, un petit peu fine, elle figure à l'article 2 du RSGP qui précise les chapitres qui sont applicables ou non en fonction de l'existence d'une législation d'harmonisation. Alors, pour être plus précis, oui, on a le chapitre 1 qui s'applique, les dispositions générales. Le chapitre 2, exigences des sécurités limitées aux risques ou catégories de risques non couverts par la législation d'harmonisation. Le chapitre 3, section 2, les obligations des opérateurs économiques qui s'appliquent. Chapitre 4, les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne. Chapitre 6, le système d'alerte Rapid Safety Gate et le portail de sécurité des entreprises. Et le chapitre 8, le droit à l'information et au recours pour les consommateurs. Voilà, en espérant que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, parce que c'est effectivement des petites subtilités à comprendre du règlement. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce que les informations de l'importateur sont suffisantes pour ne pas avoir à donner le nom du fabricant? Non, toujours pas. On a dit non. Alors, si l'importateur donc d'un produit qui serait fabriqué hors UE est aussi personne responsable, il peut être uniquement, c'est dans ce cas-là qu'il peut être uniquement mentionné sur le produit ou un document accompagnant si le produit ne permet pas la position sur le produit lui-même. Mais du coup, il endosse la responsabilité, y compris la partie analyse de risque associée au produit, etc. Donc, il endosse d'autant plus qu'il n'y a pas le fabricant, entre guillemets, en termes de traçabilité derrière.
Par rapport aux nouvelles technologies, objets connectés, si le produit est conforme à la directive RED, est-ce que cela est un justificatif suffisant ou faut-il faire une analyse de risque complémentaire? Alors, sans être tout à fait familière de cette directive, hein, en toute honnêteté, l'idée du règlement, la seule chose qu'il précise, c'est que ces questions-là doivent être prises en compte dans l'analyse des risques. Si le fondement juridique, c'est une directive spécifique sur les objets connectés, effectivement, ou alors qu'il y a des normes qui auront, je ne sais pas s'il y a encore des normes, sûrement pas sur le sujet, mais qui viendront sans aucun doute, voilà, on est sur une conformité. L'idée, en tout cas du règlement, il se borne à dire prenez-le en compte dans l'analyse des risques. S'il y a besoin de compléments d'analyse de risque au titre du RSGP parce que la réglementation harmonisée par ailleurs ne couvre pas tout, il y a le RSGP pour ça. S'il n'y a pas de besoin d'analyse complémentaire, il peut ne pas y en avoir non plus. Enfin, c'est une possibilité. Ok, donc on continue. Bonjour, nous sommes fabricants de produits alimentaires. Nous ne sommes donc pas concernés directement. Cependant, nous nous posons la question de l'applicabilité aux éventuels goodies pour nos clients ou les cadeaux à nos salariés, exemple t-shirt. Dans les deux cas, les produits portent notre logo. Il est possible que nous les achetions via des grossistes qui, eux, achètent hors UE. Le règlement est-il applicable pour ces items? Si le règlement est applicable, est-ce à nous d'évaluer le danger? Devons-nous collecter l'évaluation auprès de notre fournisseur ou simplement nous assurer que celui-ci a réalisé l'évaluation? D'avance, merci pour votre réponse. En l'occurrence, oui, c'est bien des produits, on va dire, qui relèvent, on va dire, du champ du RSGP. Après, du coup, effectivement, s'il y a déjà un importateur dans l'Union européenne qui est lui-même la personne responsable et qui a tous les documents d'analyse de risque, et que vous intervenez après, ça peut, entre guillemets, revenir à vérifier que cette personne-là a tous les éléments concernant ces produits. Si finalement vous vous positionnez plus en amont de la chaîne et que c'est vous qui faites entrer les produits, la responsabilité peut retomber sur vous plus directement, on va dire. En tant qu'importateur d'un bien, et donc vous devez, ce qui était mentionné, vous assurer que la documentation technique existe, et que voilà, les analyses de risque ont été réalisées, mais ce n'est pas à vous de la réaliser, donc vous n'êtes pas fabricant. Ensuite, si on voit un produit qui n'est pas conforme à la réglementation, exemple siège de bain pour bébé de forme interdit par la norme européenne, sur un site, quelle action faire si le site ne prend pas en compte cette non-conformité? Alors ça dépend dans quel positionnement vous vous situez, en tant que consommateur ou en tant qu'opérateur économique. Le portail européen Safety Business Gateway vous permet de faire des signalements en cas de non-conformité. Après, voilà, ce sera traité par les autorités de surveillance du marché ou directement par la plateforme qui recevrait cette non-conformité et qui devra agir dans des délais raisonnables. Mais en tout cas, et c'est aussi cette nouvelle obligation donc, de points de contact uniques qu'on mentionnait plus tôt, qui permet justement en tout cas de faire ces signalements même directement auprès de la plateforme, de la marketplace pour ce type de produit. Doit-on considérer les produits textiles ou de contact alimentaire ou électronique comme des produits soumis à une réglementation sectorielle comme la cosmétique et les jouets? Merci. Alors, les produits électriques, ils peuvent être concernés par la directive basse tension et la directive compatibilité électromagnétique. Les produits textiles, il y a un règlement essentiellement sur l'étiquetage. Je ne sais plus, vous mentionnez voilà, les MCDA. Donc, il y a des réglementations. Alors, le MCDA, c'est assez compliqué. Il y a des réglementations aussi en lien avec le matériau utilisé pour le MCDA en question. Dans certains cas, il y a des réglementations européennes. Pour d'autres aspects, en France, on a des réglementations qui encadrent les MCDA de tel et tel matériau. Donc après, voilà, on a effectivement des réglementations européennes sur pas mal de ces produits également. Et ensuite, est-ce que les produits soumis à homologation comme les sièges automobiles sont soumis au règlement? Oui. Oui, a priori, moi je ne suis pas une spécialiste. Mais j'imagine que, oui, à quel titre, en fait, de par l'homologation, il n'y serait pas soumis
Il me semble que oui, tout ce qu'on se dit sur justement les exigences de traçabilité, d'informations qui doivent être mises sur les places de marché pour l'achat des produits, etc., s'applique logiquement également à ces produits. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura besoin d'une analyse de risque complémentaire pour les produits en question. Bonjour, est-ce qu'il y a des tests chimiques à faire sur tous les produits et s'il s'agit de cas par cas, comment s'orienter? Alors, a priori, l'analyse des risques qui est demandée, elle est quand même à la charge du fabricant de mener celles qui sont pertinentes en fonction de la catégorie de produit. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire d'analyse de risque chimique s'il n'y a pas de produit chimique dans le produit, par exemple. Donc, c'est quand même une responsabilité du fabricant de mener cette évaluation des risques en fonction, pour le coup, des catégories de produits. En chimie, on a essentiellement les règlements CLP et REACH qui encadrent déjà beaucoup de choses. Et si on ne tombe pas finalement dans les accroches de ces deux règlements, ce n'est pas le règlement RSGP qui va apporter des contraintes supplémentaires en matière de composition chimique, de seuil, d'informations à donner aux consommateurs en lien avec la présence de ces substances ou autres. Ensuite, bonjour, pouvez-vous clarifier le document technique? Toutes ces informations sont à afficher sur le produit lui-même, sur le packaging, sur le site internet ou à déposer quelque part. Pourriez-vous indiquer quelles informations sont obligatoires sur les produits et pour l'analyse de risque, il faut l'afficher quelque part? Non, il ne faut pas l'afficher. Alors, l'analyse de risque, elle est à faire, mais elle n'est pas à afficher. Ce qu'il faut afficher, c'est s'il y a des mesures d'atténuation des risques qui ont été identifiés. Donc, ce qu'on appelle mesures d'atténuation, encore une fois, c'est très simplement, dans la plupart des cas, des avertissements de sécurité, des conditions d'usage du produit. Sur les informations qui doivent figurer sur le produit, alors est-ce que je peux revenir un peu avant? Voilà, c'est le dernier. Bon, alors il y a là toutes les informations qui doivent figurer sur le produit ou qui doivent être mises à disposition si on est sur un produit vendu en ligne. Donc ça va être à la fois ce que j'expliquais plus tôt, la responsabilité de la plateforme de permettre aux vendeurs de remplir, de renseigner toutes ces informations et après de concevoir son interface de telle façon à ce que le consommateur y ait accès, puisse les lire, les découvrir. Sur des produits physiques, ça va être en fonction des cas d'espèce. Ça peut être soit directement sur l'emballage, soit ça peut être sur un document qui accompagne le produit. Effectivement, si on est sur un produit qui est tout petit, voilà, donc ça peut être sur le packaging, sur l'emballage, sur le produit directement ou sur un document qui l'accompagne. Le principal là-dedans, c'est que le consommateur ou voilà, l'autorité de surveillance du marché ait accès à ces informations facilement, de façon lisible, de façon claire. Et la quantité d'informations dépend de la complexité du produit. Et du coup, il y a une question qui se rejoint. Nous essayons de limiter, supprimer nos emballages. Or, cette réglementation nous demande de faire apparaître des informations sur l'emballage. Comment pouvons-nous faire dans le cas où un produit est trop petit et n'a pas d'emballage? Il doit être accompagné d'un document annexe qui regroupe toutes ces informations. Là, on est sur des enjeux, encore une fois, on parle de sécurité du consommateur, donc c'est pour ça que ces informations sont nécessaires, encore une fois, soit pour des exigences de traçabilité, pouvoir procéder au retrait, au rappel de certains produits, ou d'informer le consommateur sur l'usage raisonnable qu'il doit faire du produit en cas de risque identifié par votre évaluation des risques. J'ai une autre question concernant la responsabilité des opérateurs économiques. Vous avez mentionné en introduction que le règlement vise à instaurer un filet de sécurité pour tous les produits en proportionnant les responsabilités selon le rôle de chacun, avec une charge plus importante pour les fabricants et importateurs que pour les distributeurs. Si un produit mis sur le marché par un distributeur ne respecte pas les obligations de traçabilité, d'évaluation des risques ou de documentation technique, qui sera tenu responsable?
Cela signifie que le fabricant ou l'importateur n'ont pas respecté leurs obligations initiales, mais que le distributeur n'a pas non plus rempli son devoir de vérification. Dans ce cas, quel opérateur économique sera sanctionné? Les sanctions seront-elles réparties entre tous ou appliquées de manière plus sévère aux fabricants? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de proportionner les exigences, c'est que les exigences ne seront pas les mêmes pour le fabricant ou pour le distributeur. Donc, le fabricant va avoir des exigences, comme on l'a évoqué, d'évaluation des risques, de faire figurer toutes ces informations dans la documentation technique. Le distributeur, lui, son rôle, c'est donc de s'assurer que ces informations existent, que l'évaluation des risques a été menée. Lui, c'est pas à lui de rentrer dans le détail de comment l'analyse a été menée, mais en tout cas qu'elle a été menée, que toutes ces informations existent et quand lui remet un produit ou distribue un produit, il soit en mesure de s'assurer que le consommateur puisse disposer de toutes les informations dont il a besoin. Maintenant, en termes de responsabilité en cas de produits, admettons, dangereux, donc chacun sera responsable en fonction de ses exigences. Donc si la dangerosité, c'est une anomalie du produit qui, admettons, n'avait pas été anticipée, ce sera la responsabilité du fabricant. Si c'est le distributeur qui n'a pas vérifié que la documentation technique était bien présente, était bien complète, ce sera lui qui sera responsable. On peut imaginer des situations, mais ça relèvera de la justice. Voilà, si on a dans des cas de contentieux, qui prend quelle part de responsabilité en fonction du cas d'espèce, voilà, mais il peut avoir des responsabilités partagées par ailleurs en fonction des manquements de chacun. Mais ça, ce sera du cas d'espèce, ce sera aussi dans le cas de contentieux potentiellement de regarder qui est responsable. Comment articuler la loi Toubon avec la langue de l'État de mise sur le marché? Le RSGP prévoit que c'est la loi de l'État ou le produit qui est mis sur le marché, mais en France, les informations doivent être en français en application de la loi Toubon. Donc, comment articuler ces deux textes? Il faudra nécessairement une double langue ou une dérogation est-elle prévue? Le RSGP, il demande aussi le français. Enfin, Il demande le français en France pour les produits tout à mis sur fait. le marché en En France. France, ce qui est logique. Après, le même produit qui sera mis sur le marché dans plusieurs États membres va devoir avoir des traductions correspondant aux différents Tout à États fait. membres au sein desquels le produit sera mis sur le marché. Parce que la loi Toubon, pour le coup, ne s'applique pas à d'autres États membres. Donc, si un fabricant français met à disposition un produit, admettons, en Allemagne, la langue là-bas, le produit devra être en anglais et en allemand, par exemple. Mais en tout cas, il faut que le consommateur qui va avoir accès en premier lieu au produit, donc le pays sur lequel le produit a été mis sur le marché, puisse accéder à ces informations. Et il me semble que vous aviez déjà répondu, c'est vous parlez d'analyse de risque et de documentation technique, mais pour de la quincaillerie, rivet, écrou, vis, cela est compliqué à mettre en place. Oui, pour tout ce qui est, on va dire, en vrac ou tout petit produit, on y a répondu plus tôt. Soit c'est sur le packaging, soit c'est sur une documentation accompagnant le produit. Peut-être préciser, effectivement, c'est un certain nombre de questions. Les principes, alors, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on a du bruit de fond. Ça peut être, voilà, ça reste à la charge du fabricant, du professionnel, de trouver la solution la plus adéquate. Et évidemment que le règlement laisse aussi une marge de manœuvre en fonction de chaque cas. Nous, la seule chose, voilà, en tant qu'autorité de surveillance, c'est on veut juste s'assurer que l'information soit accessible, claire et lisible. Encore une fois, il est bien précisé dans le règlement en raison de la taille ou de la nature du produit. Donc, ça laisse aussi une marge de manœuvre pour chaque professionnel de déterminer la meilleure façon de rendre ces informations accessibles. Existe-t-il un tableau reprenant toutes les réglementations sectorielles existantes par type de produit? Cela permettrait d'avoir une vue globale sur toutes ces réglementations. Merci. Je ne crois pas, ce serait plutôt une question pour la commission. Je ne sais pas s'il existe une sorte d'association de listing de toutes les réglementations. En revanche, il y a, pour tout ce qui est législation d'harmonisation, vous pouvez vous référer au règlement européen 2019/1020 et notamment ces annexes qui détaillent justement, en l'occurrence, toutes les réglementations concernées. Donc, ce n'est pas un tableau, mais en tout cas, il y a une liste de toutes les réglementations qui sont concernées et voilà, le cas échéant, le règlement est mis à jour des réglementations nouvelles. Donc, ça peut être déjà une première référence.
Le règlement précise-t-il quels sont les procédés à mettre en place pour évaluer les risques? Alors, si je ne dis pas de bêtises, on y a déjà répondu. Alors, procéder pour mener l'évaluation des risques. Alors, je ne sais pas si c'est les processus internes en cas de rappel, le retrait. Ça, j'ai déjà répondu précédemment. Et en matière d'évaluation des risques, c'est ce que je disais aussi plus tôt, c'est aux fabricants de procéder aux évaluations qui sont pertinentes. Et tout dépend du produit dont on parle, parce que on sent bien qu'il y a des produits, on va dire, avec des dangerosités particulières, avec des risques particuliers, qui nécessiteront une évaluation des risques beaucoup plus fine, pour vérifier que voilà, l'usage par les publics visés seront adéquats, et d'autres produits pour lesquels ça pourra être fait de manière beaucoup plus légère, parce que le produit présente moins de risques. Et sauf erreur, il n'y a pas dans le RSGP de précision très fine sur les modalités de comment doit être menée cette analyse de risque. C'est le fabricant en sa responsabilité de faire ce qui apparaît nécessaire au vu du produit. C'est toujours en fonction de la complexité du produit. Le fabricant est responsable même s'il est hors UE? C'est la question à laquelle on a déjà répondu sur le fait de oui, il est responsable de mener son analyse de risque, de donner toutes les informations nécessaires sur son produit. Ensuite, l'importateur du produit au sein de l'Union européenne a une responsabilité particulière parce que c'est lui qui fait rentrer le produit. Il doit vérifier que le produit, justement, a bien eu une évaluation des risques pertinente et bien accompagnée de la documentation nécessaire. Par rapport à ce qu'on disait précédemment, il a un rôle encore plus fort et une responsabilité beaucoup plus forte que n'aura ensuite le distributeur du produit. Si l'importateur n'est pas dans l'UE, il faut que ce produit ait une personne responsable désignée dans l'UE. Nous revendons des produits que nous achetons ou récupérons auprès d'entreprises différentes qui parfois ferment. Nous les remettons sur le marché. Nous vendons donc des produits d'occasion. Dans ce cas, nous n'avons pas toujours accès aux factures initiales ni aux marques des produits et par conséquent, nous ne savons pas tracer le produit. Comment est engagée notre responsabilité? Alors, sur ce point-là, on attend encore des précisions, très honnêtement, de la Commission européenne sur cette question. Donc, on ne va pas rentrer dans un détail. Voilà, on préfère attendre les précisions des lignes directrices. Cela étant, on a toujours une responsabilité, en tout cas, de s'assurer de la documentation technique. Encore une fois, l'idée derrière, c'est de savoir, in fine, si on a un accident, justement, pouvoir revenir à qui a conçu le produit, qui est responsable, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces documentations techniques, de cette traçabilité. Et ça rejoint justement votre question sur la responsabilité in fine. Après, voilà, on reviendra vers vous sur cette question un peu plus précise. Bonjour. Donc, il y a une passerelle entre ce règlement et le règlement INCO, information du consommateur. C'est une question. INCO, c'est pas que pour l'alimentaire? Je sais plus. Oui, tout à fait. INCO, c'est le règlement sur les mentions obligatoires d'étiquetage des produits alimentaires. Parce que là, le RSGP, pour le coup, on parle des produits non alimentaires. Donc, c'est possible que dans l'ambition, il y ait des choses qui se rejoignent. Mais on suit uniquement les produits non alimentaires au sein de l'équipe et on n'a pas une connaissance très fine de ce règlement INCO. En tout cas, le règlement ne s'applique pas aux produits alimentaires. Pour un même produit importé d'un pays hors EU, peut-il y avoir plusieurs personnes responsables? Par exemple, une par pays. Oui, c'est possible. Effectivement, mais le fabricant n'a pas intérêt à désigner plusieurs personnes responsables. Une suffit au sein de l'UE. Ensuite, comment faire avec la plateforme Amazon qui met en ligne quasi automatique les produits sur les autres pays européens? Il n'est pas toujours possible de sortir les produits des autres sites. Amazon ne répondant pas, cela met donc des produits en ligne dans d'autres pays sans la traduction adaptée. Est-il prévu qu'Amazon demande l'accord du vendeur pour la vente dans d'autres pays?
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Par ailleurs, il y a un bruit de fond quand vous posez les questions, donc on n'entend pas forcément très très bien. Mais alors, je ne sais pas si tu veux lire la question. Donc, pour faire bref, Amazon vend des produits dont l'étiquette n'est pas en français, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Ils mettent en fait des produits en ligne dans d'autres pays sans la traduction adaptée. Est-il prévu qu'Amazon demande l'accord du vendeur pour la vente dans d'autres pays? Alors, c'est la même obligation qui s'applique, donc comme on l'évoquait plus tôt, le produit en fonction de là où il est mis sur le marché. Donc typiquement pour Amazon, le site va avoir amazon.fr, amazon.de en Allemagne, .it en Italie, etc. Ces obligations, c'est que le produit et toutes les informations nécessaires soient affichées dans la langue du pays dans lequel le produit est mis sur le marché. Le contrôle, par définition, peut être compliqué, mais en tout cas, ça fait partie de ses obligations, oui, très clairement. Donc, si un produit vendu en Italie n'est pas traduit en italien, admettons, la responsabilité pourrait être de Amazon, admettons, pourrait être engagée, oui. Et si le produit ne présente aucun risque, est-ce que la RSGP s'applique-t-elle? Oui, mais il faut une analyse de risque pour pouvoir en conclure de ce manque de risque que le consommateur ne prend pas. Donc, Vous confirmez que nous ne pouvons pas mettre nos informations sur l'emballage par QR code? oui, ce n'est pas suffisant. Le QR code ne suffit pas. C'est une question d'accessibilité. Par définition, on est encore sur des sujets qui sont nouveaux, qui suscitent des débats, des questions au niveau européen. Mais à ce stade, parce qu'on parle, encore une fois, de sécurité des produits, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être sûr que tous les consommateurs ont accès facilement à ces informations. Si on parle d'un jouet, d'un produit électrique, il faut que l'information soit accessible de façon lisible et à tous les types de consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une approche plutôt restrictive du QR code qui est un ajout, un supplément pour avoir des informations supplémentaires. Mais pour ces documentations techniques et exigences minimales, ce n'est pas suffisant, en effet. Alors, j'ai plus de questions dans le chat, mais par contre, j'en ai dans la conversation directement. Je vais essayer de les reprendre du début. Bonjour, le règlement induit une liste d'exemptions comprenant denrées alimentaires et aliments pour animaux. Nous sommes grossistes alimentaires pour la GMS. Sommes-nous hors champ d'application? Alors, GMS, on ne connaît pas l'acronyme, a priori. Encore une fois, si on parle de produits alimentaires... S'il n'y a que des denrées alimentaires, c'est hors champ. Si jamais il y a d'autres produits ménagers, entretien ou autres, on rebascule dans le RSGP pour ces produits-là. Mais si on est vraiment que sur de l'alimentaire, oui. Devons-nous désormais prendre en compte toutes les normes autres qu'obligatoires et légales de type ISO, EN, etc. si on doit rendre sûr à 100% un produit? ISO, c'est des normes volontaires, donc non. En fait, les normes, c'est aussi un soutien. C'est pour guider justement le fabricant pour être sûr qu'il soit conforme aux normes européennes. Mais voilà, il n'y a jamais d'obligation. C'est plutôt un appui aux fabricants pour qu'ils puissent concevoir leurs produits la façon la plus afin qu'il soit le plus sûr possible. La conception, dans la démonstration de sécurité du produit, mais c'est une possibilité qui est offerte pour les normes facultatives. Ensuite, bonjour, nous sommes un site e-commerce, aromathérapie, bien-être cosmétique. Nous vendons des produits à destination des particuliers. Nous en fabriquons certains et nous revendons également des produits de partenaires. Quelles informations sont attendues sur notre e-commerce pour les produits que nous fabriquons et ceux que nous revendons? Alors, il faut se référer aux obligations soit du fabricant, soit du distributeur.
Soit, si vous... Alors, encore une fois, on n'a pas les informations précises, donc sur les cas d'espèce, on ne pourra pas rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait avoir toutes les informations nécessaires pour savoir justement jusqu'où vous êtes fabricant, distributeur, marketplace. Mais en tout cas, il faudra se référer aux dispositions pertinentes du règlement à ce sujet. Nous sommes un distributeur, donc site e-commerce de produits pharmaceutiques, cosmétiques. Nous avons commencé à récupérer les informations techniques mentionnées à l'article 19 auprès de nos fournisseurs. Cependant, certains fournisseurs refusent de nous communiquer ces informations. Leur refus permet-il de réduire notre responsabilité? Non, enfin, la responsabilité du distributeur, c'est de mettre à disposition d'un consommateur un produit qui comporte toutes les précisions, toutes les mentions qui sont obligatoires. Donc, d'une certaine manière, s'il y a des informations manquantes, vous ne devriez pas continuer à vendre le produit, d'autant plus si vous avez identifié. Concernant la déclaration de produits dangereux en France, le professionnel doit-il procéder à une déclaration sur la SBG en parallèle de la procédure rappel conso? Le déclarant pour le professionnel doit-il être en possession d'une attestation valide de délégation de pouvoir, exemple responsable qualité au nom du responsable de l'entreprise? Alors oui, effectivement, il va falloir faire la déclaration à la fois sur rappel conso au niveau français et sur l'outil de déclaration européen au titre du RSGP. Safety Gate, oui. Nous revendons des produits que nous achetons ou récupérons Ah non, celle-ci, elle a déjà été... Donc ça, elle a été donnée 2 fois. OK. Là, lorsque les fabricants sont chinois, mais qu'ils n'importent pas en Europe, ils ne connaissent pas les risques selon les réglementations européennes. Nous devons, en tant qu'importateurs, faire nous-mêmes l'analyse de risque. Comment faire pour connaître toutes les normes afin de voir si tout est conforme? En tant qu'importateur, il n'y a pas besoin de refaire une analyse de risque. Encore une fois, c'est s'assurer que le produit que le fabricant, en l'occurrence issu d'un pays tiers, a procédé à telle analyse de risque. Alors évidemment, on peut considérer selon les produits, selon les fabricants, que cette analyse de risque ne comprend peut-être pas les normes européennes. Dans ce cas-là, c'est la responsabilité, on va dire, de l'importateur de décider de vouloir mettre sur le marché européen ce produit. Mais in fine, c'est une responsabilité un peu différente. Doit-on être exhaustif sur la composition du produit? Exemple, pourcentage de tel matériau dans le produit, ou bien peut-on rester macro en listant les matières utilisées sans mentionner de pourcentage exact? Ça va dépendre des réglementations sectorielles, premier point. Ouais, parce qu'il y a des réglementations sectorielles qui sont assez précises, notamment en chimie, en textile, dans les matériaux contact denrées alimentaires, sur justement l'attendu précis sur la composition. Le RSGP, il n'impose rien de plus précis ou d'aussi précis même que ces réglementations sectorielles. Bon, pour autant, après, tout dépend effectivement il y a des produits, on sait bien, qui ont des risques plus importants, des sensibilités, mais ça va tomber pareil si c'est des produits à sensibilité particulière pour les consommateurs dans les textes, notamment chimie. Bonjour, merci pour votre réponse. Si je comprends bien, grossiste alimentaire hors champ d'application, OK, même concernant certains chapitres transversaux dont vous parliez en début de session? Oui, Si vous êtes sur les produits alimentaires sont exclus du champ d'application du RSGP. On est uniquement sur les produits non alimentaires. Ensuite, s'il y a un refus de la part du fournisseur de fournir des informations liées à cette nouvelle norme, peut-on mettre fin à notre collaboration sans qu'il y ait une rupture brutale de la relation commerciale? Ça, il vous appartient d'en décider, hein. C'est pas le RSGP qui règle ce genre de relation commerciale. Et ensuite, j'ai une dernière question donc dans le chat. Le document d'évaluation de risque est un document qui reste interne ou on doit le mettre dans une plateforme? L'évaluation de risque, non ? Le document d'évaluation de risque. Oui, il doit être disponible lorsque les autorités de surveillance de marché vous le demandent.
Et sinon, on a déjà mentionné que globalement, c'est les grandes conclusions qui doivent être disponibles pour le consommateur, les avertissements de sécurité, le bon usage du produit, etc. Donc c'est un peu ce qui ressort de cette analyse, mais ce n'est pas l'analyse exhaustive en elle-même. Ok, mais j'ai plus de questions. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et pour vos questions. On espère qu'on a pu y répondre. Il y a eu certains cas d'espèce, donc évidemment, on n'a pas toujours tous les paramètres en tête, les cas spécifiques. Donc, on vous invite aussi à vous référer au règlement qui est assez précis, et les lignes directrices de la Commission européenne pourront venir préciser certains points. Et en tout cas, on reste de manière générale à disposition pour répondre à ces grandes questions qui pourront venir par la suite. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Si jamais il y a des points que le public aimerait bien éclaircir après, comme l'on dit, je sais, j'ai pas vu de visage, donc j'imagine que c'est Juliette qui a parlé. Bref, comme l'ont dit mes collègues de la DGCCRF, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, il y avait juste une dernière question qui demandait si vous aviez une adresse mail pour vous contacter. On vous appellera plutôt à passer par le réseau qui a organisé ce webinaire, et à la limite, on pourra compiler certaines questions qui pourront nous être transmises par la suite. Et par ailleurs, on a des adresses fonctionnelles qui sont disponibles sur le site internet du ministère. Bon, du coup, on fera comme ça. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre point de contact à Entreprise Europe. Et après, on fera en sorte que les réponses à vos questions vous parviennent. Parfait. Merci à vous. Merci.